Et salut tout le monde, c'est Geoffrey, encore une petite vidéo de boxe ce week-end, mais en même temps, qu'est-ce que c'est dense en ce moment. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé parler de beaucoup de choses, parler de combat de demain, donc finalement, j'ai pas pu parler tant que ça, notamment j'aurais bien aimé parler de celui de Nakatani, mais bon, j'aurais bien aimé parler des combats de la semaine prochaine. Je vais pas avoir le temps de faire grand-chose, malheureusement, je pense, pour en parler un peu, notamment il y a Tim Tszyu qui combat, mais j'aurais pas le temps de le faire. Revenir sur le top vs b-ball, j'aurais pas le temps de le faire. Non mais c'est dense aujourd'hui. À défaut, je vais parler de la carte Jap du coup du jour, avec beaucoup de combats que j'ai trouvé très cool. Et puis j'avais quelques trucs à dire, je pense, sur un peu de contexte vis-à-vis des combats. Il y en a certains que j'ai tourné, mais comme je les ai tournés assez en avance en fait, j'ai appris d'autres trucs entre temps et j'ai pas forcément pu partager tout ça. Donc la carte d'aujourd'hui, c'est une carte japonaise qui en fait est séparée en deux soirs. Donc on a eu ce soir, du coup ce midi, et demain midi. Donc c'est assez inédit, je crois, d'avoir une carte qui se passe sur 2 jours, de séparer la carte en deux. Mais honnêtement c'est plutôt cool, parce que du coup ils ont line-up tous les meilleurs boxeurs du Japon. Et c'est vraiment impressionnant, je trouve, de réussir à faire tout ça. Bon, ce qui est encore un peu un signe, ce qui témoigne encore de la grandeur du marché japonais. Aujourd'hui, donc les combats qu'on a eu, ça a été Shokichi Iwata qui affrontait Zuriega en espagnol pour le titre vacant WBO des Mimouches. Combat qui a été remporté par Zuriega alors qu'il était plutôt dominé sur les premiers rounds. Et au troisième, il a sorti un combo de 2 uppercuts qui ont terminé le combat. Donc assez impressionnant. C'est un boxeur que je connais encore relativement peu. Je sais qu'il avait une chance mondiale contre Jonathan Gonzalez en 2022 qu'il a perdu. Mais pour être honnête, c'est un combattant que je connais encore relativement peu. Donc c'est pas le combat qui m'intéressait le plus. Après on avait un combat, donc une défense de titre de Sego Yuri Akui, qui est un boxeur que j'aime bien, qui a chopé son titre l'année dernière, en début d'année, et qui depuis déjà a 2 défenses de titre. Et honnêtement c'est un boxeur qui ne ressemble pas trop à un poids mouche dans la manière dont il combat. Donc c'était une défense du titre WBA des poids mouches. Et il ressemble en fait pas trop à un poids mouche dans la manière qu'il a de combattre. En même temps j'ai l'impression qu'il vient un peu d'une gym isolée. Parce qu'il y a certaines grosses gyms au Japon qui sont vraiment très puissantes, notamment la Ohashi Gym, donc la salle de boxe de Inoue, avec lui-même, son petit frère, et puis aussi Yoshiki Take par exemple. Et j'ai l'impression qu'il fait partie de ces boxeurs qui émergent de plus en plus et qui sont un peu chevaliers seuls, qui viennent de coins un peu paumés, il a un style qui est très bon fondamentaux, et en même temps il n'a pas une vitesse, il n'envoie pas des combinaisons très rapides, il travaille beaucoup sur un coup. C'est assez spécial à avoir boxé. Il a affronté un Thaïlandais que je connaissais pas avant le combat et qui a fait un très bon combat, honnêtement. Donc pour moi qui perd, logiquement, il a perdu, donc il n'y a pas de problème. Il a perdu une décision partagée. Je trouve que c'est généreux d'avoir une carte des juges qui lui donne la victoire, sans avoir fait de pointage exact. Je pense pas qu'il remporte cette round sur ma carte. Mais bon, voilà, on voit ce boxeur. Et puis c'est un type que j'ai eu l'occasion de voir boxer en live, qui était assez impressionnant vraiment dans les très bons fondamentaux qu'il a. Grosse pression, il a été mis dans le mal à un moment, mais il a réussi à faire passer l'orage. Et voilà, c'est un boxeur que j'aime bien. Et qui est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs mouches de cette post-génération Martinez, Dalakam, et puis Bam, Edwards, bref, il y avait tout ce petit pôle-là de boxeurs. Il est en train d'émerger comme l'une des têtes fortes de cette génération qui arrive. On a eu enfin Kenshiro Teraji. Lui j'ai pas pu faire de combat, de vidéo avant combat sur lui-même. En fait j'en ai fait une mais elle me plaisait pas donc je l'ai pas posté. Donc Kenshiro Teraji qui était l'ancien roi des mouches. J'ai appris pas mal sur lui entre temps, notamment parce que j'ai pu lire un peu de certaines des interviews que je suis allé chercher, que j'ai traduites du japonais au français. Et ils en ont parlé parce que du coup moi j'ai maté les combats par RMC, donc j'ai eu les commentaires français. Et je sais qu'on décrit, les gens critiquent beaucoup les commentaires français en général, et je suis plutôt d'accord, mais je suis peut-être le seul à penser ça, mais je trouve qu'il y a un certain mec qui s'appelle Alexandre Herbinet, qui, je crois, est pas mal critiqué sur internet de ce que j'ai pu voir. Honnêtement, moi je le trouve assez pertinent et j'aime bien ce qu'il dit. Il anime des podcasts sur RMC, et souvent je trouve qu'il a des interventions qui sont assez pertinentes, et de temps en temps il commente certains combats sur RMC, et notamment en général il commente les combats des cartes japonaises. De ce que j'ai capté, il aime bien les cartes japonaises, moi aussi, donc on s'entendrait bien, et donc souvent je suis plutôt en accord avec ce qu'il dit. Et c'est un type qui apporte souvent pas mal d'informations que je trouve assez intéressantes. Et là, typiquement, il a corroboré des informations que j'avais pu trouver pendant la semaine. Donc notamment, un petit peu comment est-ce que Teraji avait pu commencer la boxe. Alors c'est un truc que moi j'ai vu les interviews, je crois qu'elles datent de cette année en fait. Moi je les ai vues passer que cette semaine et on en a parlé pendant le combat. Et en fait je savais pas. En fait je savais pas parce que du coup je savais qu'il avait un père, donc Isahi Teraji, qui était un mi-lourd à l'époque, donc dans le début des années 2000.
même fin 90, début 2000, et il avait qu'une seule défaite, mais il a fini par arrêter sa carrière. Il est jamais allé, il a combattu au niveau régional, mais il a perdu pour le titre PBF des mi-lourds de mémoire, et il est jamais allé conquérir un titre mondial un peu plus tard. Et donc je vois qu'il a un père qui est boxeur, je me dis bon classique quoi, le père boxeur met le fils à la boxe, le fils s'en sort bien et puis ça part. En fait pas du tout, de base il voulait faire pilote de bateau. Et il était nul au collège, mais il voulait vraiment faire pilote de bateau. Et on lui a dit, il y a ce lycée dans lequel tu aimerais bien aller, qui peut t'accepter, mais seulement si tu décides de faire en gros un parcours sport-études boxe. Et si tu vas là-bas, tu pourras faire pilote de bateau, c'était dans le top 5 national en boxe de ta catégorie. Donc il s'est dit, moi je vais piloter des bateaux, donc j'y vais. Et puis il s'est retrouvé dans cet endroit-là, finalement il est assez fort. Et puis d'une chose à l'autre, en fait, au lieu de faire pilote de bateau, il a fini boxeur pro. A pas trop aimé la boxe jusqu'à ce qu'il devienne champion du monde. Et puis donc il y a 7 ans, quand il chope cette couronne des Mimouches, là il se met en fait à kiffer un peu la boxe. Et de toute façon la majorité de sa carrière, c'est en tant que champion. Donc pour rappel, c'était le roi des Mimouches avant sa montée, là il n'y a pas longtemps. C'est un combattant qui, pour moi, a vraiment dominé la catégorie à partir de 2022. Donc de 2017 à 2021, il acquiert pas mal de défense, 8 de mémoire. Il perd contre Masamichi Abuki, qui a gagné un titre ce week-end, j'en ai parlé hier rapidement, boxeur que j'adore. Et puis suite à ça, il avait fait un combat revanche, et à partir de là, je trouve vraiment qu'il y a un changement de vitesse dans sa carrière, où il se met vraiment à aller chercher les gros titres et à avoir des ambitions beaucoup plus importantes. Il unifie contre Hiroto Kyoguchi, et derrière, il a raté une unification contre Jonathan Gonzalez, qui en fait a raté le poids. Enfin, il était malade, et du coup, il s'est désisté du combat. Pardon, il n'a pas raté sa pesée. Mais il était malade, et il s'est désisté du combat à la dernière minute. On a eu Olas Quagga en remplacement, ce qui est vachement cool, parce que derrière Olas Quagga, donc il s'est ramené en short notice, a perdu le combat contre Teladji, c'était en avril dernier et c'était un super combat. Et suite à ça, Olas Quagga est monté et a récupéré une ceinture WBO des poids mouches. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Il va affronter Jonathan Gonzalez demain, et entre temps, comme Teladji est monté en mouche et qu'il a chopé une ceinture aujourd'hui, on pourrait avoir le combat Teladji Gonzalez qu'on n'a pas eu en mi-mouche, on pourrait l'avoir en mouche, ce qui serait très cool, et on pourrait avoir la revanche Olas Quagga Teladji, ce qui serait très cool aussi. Parce que maintenant, Olas Quagga continue sa montée en puissance, et Teladji elle commence à baisser un peu, mais il devient vieux. En tout cas, il a eu un très très beau parcours en mi-mouche, et pour moi, il rentre dans le top 10 des mi-mouches de l'histoire sans trop de problèmes, Teladji, qui est pourtant une catégorie, il y a des noms très solides historiquement, donc notamment John Kuchung, Myung Woo Yu, Carbajal, Gonzalez, même Yokogu Shiken. J'en oublie d'autres, donc voilà, une catégorie qui est historiquement je trouve assez bonne. J'oublie Zapata par exemple, et je trouve que Roman Gonzalez, bref j'en oublie quelques-uns, mais je trouve que Teladji fait partie de ces grands noms de la catégorie, et il a voulu continuer d'unifier, mais Nanchinga n'a pas voulu de cette fumée, contrairement à ce que j'ai pu lire. Nanchinga la dodge, Nanchinga n'a pas voulu signer, parce que derrière j'ai vu des gens là qui disaient, notamment les commentaires Top Rank, qui disaient, enfin Matchroom, qui disait oui, Nanchinga il a cherché à unifier mais il a pas pu. Non, il a pas du tout cherché à unifier Nanchinga. Il voulait unifier mais seulement quand Teladji n'était pas là. Et c'est justement pour ça que Teladji est monté. Et en gros, il a fait une énième défense de son titre contre Carlos Canizales, qui est un combat qu'il a failli perdre en début d'année. Potentiellement mon combat de l'année, mais en fait peut-être plus, j'y reviens juste après. Et donc Teladji est monté en mouche, du coup aujourd'hui. Il a mis pas mal de temps à revenir, parce qu'en fait il s'est fait mal à la main droite contre Canizales. Et d'ailleurs, ça lui a pas mal posé souci vers la fin du combat, où Teladji s'est mis à beaucoup tourner et beaucoup utiliser ses jambes et son jab, beaucoup plus que son pressing et son bras droit. Il a d'ailleurs là du coup montré des vraies qualités de boxeur, plus que des qualités de castagneur. Bon, évidemment, les Américains, oh là là, ils courent, bon voilà, classique américain. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'il s'était blessé à sa main droite. Donc il a eu une opération, il s'est maintenu pas mal de temps hors du ring, et là il est revenu contre Rosales, qui est un ancien champion WBC. Évidemment il y a du challenge parce que nouvelle catégorie, surtout que Teladji c'est un vrai mimouche, c'est un type qui a vraiment la carrure d'un mimouche et ça se voit, il était petit sur le ring ce soir, et en face de toi t'as un mec qui est quand même un vétéran du circuit. Alors Teladji est aussi un vétéran maintenant, mais c'est quand même un vétéran des mouches, Rosales, un ancien déteneur du titre, un gars qui a fait affronter les meilleurs il y a quelques années. En plus c'est un bug du clan Reynoso, donc l'entraîneur de Canelo, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir cette image qui a pas mal tourné, on voit Canelo et Inoue sur la même photo, puisque du coup Inoue est venu pour voir son frère combattre et Canelo est venu pour soutenir son pote Rosales. Donc voilà, c'était cool de voir Canelo à Tokyo. Je trouve ça sympa de voir ces différentes scènes de boxe là. Canelo et les Mexicains, Riyad Saison, un peu les Anglais, les Japonais. Je trouve ça sympa de voir Canelo qui s'exporte un peu au Japon, parce que ça reste quand même un marché qui est encore très alone, qui fait beaucoup coller les sols. Et Teladji a vraiment dominé Rosales. Rosales, il y a eu des bons moments dans le combat, globalement dès qu'il était en gaucher, dès qu'il était en droitier, pardon, donc avec le bras gauche devant, il se faisait dominer par Teladji, qui a réussi à imposer son jab avec une grande efficacité, et qui a réussi à rentrer des droites lourdes,
à la tête et au corps. Il a vachement fait vaciller Rosales à un moment, dans le troisième, Rosales qui n'est pas tombé. Et au bout d'un moment, Rosales a décidé de switcher en southpaw, donc en gaucher. Et en fait, il avait plus de succès parce que le jab de Telagi arrivait moins connecté. Mais en fait, même s'il se faisait moins dominer, il dominait pas pour autant Rosales. Et du coup, le combat était un peu plus équilibré, mais pour moi, il perdait quand même les reprises. Il s'est fait marteler par le jab de Telagi toute la nuit. Et on remarque qu'à partir du 5e, 4e, Telagi envoie beaucoup moins de droite. Et même quand il les envoie, au corps, il arrive toujours à les envoyer avec de la puissance. Mais à la tête, on dirait surtout qu'il touche plus que frapper. Et je pense, j'ai eu l'impression vraiment que Telagi s'est refait mal à la main droite durant ce combat. Donc je vais attendre de voir un peu ce qui sort sur les réseaux, et il y a peut-être déjà des trucs qui sont sortis, j'ai pas encore regardé. Mais je pense que Telagi s'est refait mal à la main, ou qu'alors il a senti qu'un truc allait pas et qu'il a pas voulu appuyer, et qu'en fait ça va, mais que ça va parce qu'il a pas appuyé. En tout cas, du coup, ça lui a posé pour moi un souci pour terminer ce combat, parce que du coup, il s'est retrouvé avec plus être capable de vraiment faire mal à Rosales. Et son autre outil pour faire très mal, ça aurait été son bras avant en crochet, mais il avait pas trop envie de s'immiscer dans des batailles de crochet, parce que c'était plutôt à l'avantage de Rosales, ça pour le coup. Donc il est resté sur un jab très, très dominant, quelques droites histoire d'impressionner un peu, et pas grand chose de plus. Finalement, ils ont arrêté le combat au début du 11e round, parce que le nez de Rosales était complètement pété, et ça se voit, c'est très impressionnant, son nez est déformé, c'est très impressionnant. Ils auraient pu laisser le combat, moi dans les faits je savais que ça me va, parce que j'avais surtout peur de voir Telagi se prendre un bouillon à la fin du combat, et rester debout mais gagner une décision. On a envie de dire qu'il a pris un bouillon dans les 2 derniers rounds, des machins. Bon, je pense que c'est pas plus mal. Et comme je pense que Telagi était blessé, bon, c'est pas plus mal qu'ils arrêtent le combat maintenant. C'est pas plus mal. En même temps, Telagi qui du coup a eu un style un peu moins engagé que d'habitude, hein, parce que j'ai un boxeur que moi j'apprécie énormément. Je pense que c'est mon boxeur en activité préféré, parce qu'il est ultra excitant. En fait, il n'y a pas un combat où on se fait chier dans des combattants de Telagi. Le mec avance, le mec il envoie, il évite, il a pas peur de prendre des coups. Et justement, le fait qu'il ait donné comme ça plein d'excellentes guerres récemment, contre Canizales en début d'année, contre Butler l'année dernière, contre Olasquaga l'année dernière, il a pris beaucoup de coups, et Telagi a dit j'ai envie de prendre moins de coups, et justement il a pris moins de coups dans ce combat-là, où il a eu une attitude un peu moins sauvage, un peu plus discipliné, et en fait pour moi on voit que c'est un super boxeur, un mec qui aime la baston, et un super boxeur avant tout. Donc il chope un titre dans une 2e catégorie, moi je suis très content pour lui. Et surtout, ça laisse place à plein d'unifications hyper cool. Donc une unification inter-japonais entre Sego Yuri Akui, qui a un style qui ressemble un peu plus à celui de Hiroto Kyoguchi, que Tenshiro a déjà battu en 2022. Donc je pense que c'est un match-up qui sera intéressant. Et j'ai l'impression que ce genre de boxeur très fondamental, très statique, qui compte beaucoup sur le regard de haute et sur des coups lourds et pas en combinaison. Mais des gens qui ont des frappes. C'est pas des gens qui vont faire des combinaisons, mais c'est pas non plus des punchers qui vont venir t'électrocuter sur un coup. C'est des gens qui vont venir te frapper et appuyer sur vraiment tout le long du combat. Et je pense que ce genre de boxeur est plutôt à l'avantage de Telagi, qui devrait réussir à les outbox, ou à aller complètement à la bagarre avec eux, à la faire mal. Ça dépendra de la main droite de Telagi, et ça dépendra d'à quel point il peut encore vraiment faire mal en mouche. J'avais aussi cette interrogation, hein, il a un vrai punch pour un in-mouche. Est-ce qu'en mouche il a encore ce punch? Et pour moi, on l'a vu vraiment faire mal à Rosales, donc je pense qu'il l'a encore. Mais au final, dans la suite du combat, je pense qu'il s'est blessé à sa droite, donc il a arrêté de l'utiliser. Ça, c'est un combat qui est très très cool. Et en même temps, une revanche Olasquaga-Telagi, moi ça m'irait beaucoup si Olasquaga gagne demain. Et un combat Gonzalez-Telagi, ça m'irait beaucoup aussi, parce que même si ce serait pas en mouche, comme c'était quand même un champion de mouche assez important de l'époque, ça rajouterait encore du palmarès à Telagi a posteriori en mouche. Donc moi je serais très content de ces 2 combats-là. Et le détenant IBF, je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est un boxeur que je connais pas trop. Donc en soi, bon pourquoi pas. Et enfin, j'ai un petit peu parlé du dernier combat de la soirée. Donc le combat de Seiya Tsutsumi contre Takuma Inoue. Et j'ai pas arrêté de vous dire que pour moi le combat de l'année n'était peut-être plus Canizales contre Telagi, parce que j'ai peut-être trouvé là mon combat de l'année en fait. Dans le sens où, quelle intensité. Mais c'est-à-dire que je sais pas si tout le monde l'a perçu comme ça, mais je trouve que ça fait 2 combats japonais ce week-end où je sens une intensité exceptionnelle dans les challengers. Donc Masamichi Ibuki hier, qui est arrivé en mission, et ça s'est vu, qu'il est arrivé avec une pression monstre en mission, et pour moi il a fait une masterclass. Alors son adversaire était moins bon, j'avais dit qu'il y avait des interrogations sur Nchinga, laquelle Nchinga a répondu par la négative, donc ça enlève un peu à la limite du pedigree à Ibuki, mais quand même quelqu'un avec la mission. Et pour moi Tsutsumi était pareil aujourd'hui. Alors pareil, donc je remercie alors Tsutsumi en a parlé à la fin au micro, mais encore une fois je trouve le commentaire français, donc de Herbinet il en avait parlé, donc c'est très cool. Ça a donné un peu du contexte à ce combat-là. Du contexte que je n'ai pas forcément pour le coup. Donc si jamais vous avez écouté avec les commentaires français, c'est sûrement des trucs que vous avez déjà entendus. Sinon ça rajoute un peu d'huile sur le feu. Le fait que les 2 gars s'étaient affrontés au lycée, quand ils étaient dans les tournois amateurs.
Ça, je savais pas. Le fait que, en fait, Takuma ait toujours été un pas devant Tsutsumi dans toute sa vie. Parce qu'au lycée, c'est qui gagne, c'est Takuma, en fait. Et Tsutsumi se souvient très bien du combat contre Takuma. Takuma dit, je m'en souviens pas. Je sais que je l'ai battu parce que je me souviens qu'il j'ai affronté, mais j'ai aucun souvenir du combat. Le fait que, ça, je suis allé regarder des trucs à la con, où est né Seiya Tsutsumi. Seiya Tsutsumi, il est né à Kyushu. C'est une petite île, c'est une île au sud du Japon. Et la ville où il était, je crois de mémoire, c'est Kumamoto. C'est en fait une ville qui est assez petite. Et j'ai regardé des salles de boxe à Kumamoto, j'en ai trouvé une de vraie salle de boxe à Kumamoto. Donc il faut s'imaginer que Tsutsumi vient d'un endroit qui est perdu. C'est comme si on avait un bouc français qui venait de, je prends toujours cet exemple, qui vient de Colmar. Il n'y a pas grand monde à Colmar. Et arriver à aller défier le petit frère de la légende japonaise, qui est toujours un pas devant toi dans tout, parce que quand tu l'affrontes au lycée, lui c'était la star de Tokyo, Iiba. C'était le prospect de l'année, Takuma Inoue. Il a été élu prospect de l'année. C'est Tsutsumi, personne ne le connaissait. Et déjà, il y a eu un parcours en pro. Takuma Inoue aurait pu devenir champion bien avant. Il a perdu contre Ubali, je crois que c'était en 2018, mais il aurait pu être champion bien avant. Tsutsumi, non. Tsutsumi, il est resté un peu dans l'inconnu. Tsutsumi, il a dû choper le championnat japonais des poids coqs, il a dû le défendre plusieurs fois. Et Tsutsumi, il a encore un truc en plus, c'est le fait qu'il ait tué un mec en fait. Je sais pas à quel point les gens se souviennent, mais en décembre dernier, il fait un combat exceptionnel contre le regretté Hanaguchi, et il le tue. Et ça pareil, c'est des trucs en tant que spectateur. C'est pas la première fois que j'entends qu'un boxeur tue quelqu'un. Et je veux dire, je vais faire l'ancien. J'en ai vu d'autres. Je connais d'autres, des boxeurs qui meurent sur le ring. Et j'ai vu des morts plus impressionnantes. Davey Moore, Minky Griffiths contre Barrett. Pour ne citer que du Kim. On en a vu d'autres, des morts plus impressionnantes sur un ring. Sauf que, en fait, ça reste impressionnant, en tant que boxeur, de buter quelqu'un. Et ça reste impressionnant de se visualiser pour la première fois qu'avec tes points, ta passion et ta carrière, tu peux arrêter la vie d'un mec. Et honnêtement, le gars, ça s'est arrivé il y a 8 mois. J'ai mis un peu, il y a 10 mois pour lui. Et il a eu l'annonce du décès en début d'année, je crois que c'était début février. C'est rude pour Tsutsumi. Et ça, c'est des trucs dont moi j'ai entendu parler que récemment, mais il a pensé arrêter de faire Tsutsumi. Ce qui est normal, en fait. Et arriver à repartir de ça, à arriver contre le champion Takuma. Takuma qui, même s'il marche toujours dans l'ombre de son frère, mais également toujours devant Tsutsumi. Donc Tsutsumi dans l'ombre du mec qui est dans l'ombre de Inoue. Et Tsutsumi arrive avec énormément de pression comme ça. Et même pire, il y a une anecdote que du coup il a raconté à la fin du combat, et dont Herminé a aussi parlé. Tsutsumi, en fait, quand il avait 14 ans, il a touché une ceinture WBA d'un champion du monde. Je sais plus si c'était la ceinture, une ceinture de poids coq ou une autre ceinture. Il a touché une ceinture WBA. Et il s'est dit à ce moment-là, je ne toucherai plus jamais d'autres ceintures tant que je n'en aurais pas eu une moi-même. Et apparemment, plusieurs fois, il a eu l'occasion de toucher des ceintures, il a dit non, je ne toucherai pas, la prochaine que je vais avoir entre les mains, c'est la mienne. Bon, est-ce que vous avez vu l'explosion de joie que le mec a eu quand on a lancé la décision? C'est-à-dire, pour moi, c'était évident qu'il chopait la décision. Est-ce que vous avez vu l'explosion de joie de ce mec? Et est-ce que vous avez vu l'intensité avec laquelle le mec s'est battu? Parce que l'intensité que Tsutsumi a mis dans ce combat, il faut le dire, Tsutsumi était possédé pendant ce combat. Il a fait le combat de sa vie, assurément. Je pense que le Tsutsumi de ce soir-là peut tenir tête à énormément de combattants poids coq dans l'histoire. Parce que dans ma tête, ça fait partie. On ne le retiendra pas comme ça, parce que son adversaire n'était pas aussi légendaire. Mais j'ai l'impression que le Tsutsumi qu'on a vu ce soir, c'est l'état transcendantal dans lequel certains boxeurs se mettent une seule fois dans leur carrière. C'est Tokyo de glace. Je suis pas en train de dire que le mec a battu Mike Tyson. Je suis pas en train de dire que Takuma c'est Mike Tyson. Mais vous voyez ce boxeur qui arrive à se transcender pour un moment de sa carrière. Bah pour moi, c'est exactement ça qu'a réussi à réaliser Tsutsumi ce soir. Et quel poulet en fait. Genre, juste quel bonheur d'assister à ça, d'assister à un type qui arrive à pas rater le rendez-vous de sa vie. Et vraiment, regardez ce combat, l'intensité que Tsutsumi met dans toutes les frappes. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'il domine Takuma? Parce que Tsutsumi est tellement dedans, il est tellement à 300% du combat, il a tellement l'avantage tout le temps, et il propose tellement tout le temps de trucs. Honnêtement, alors je vais être honnête avec vous, j'étais tellement dans le combat, je n'ai même pas scoré. Maintenant, oui, je donne plus de 6 reprises à Tsutsumi. Je peux pas vous dire lesquelles, c'est évident que je donne plus que 6. Surtout qu'il y a beaucoup de reprises qui étaient serrées, mais je pense qu'il arrive souvent à choper le petit truc en plus. Et honnêtement, le scoring, je suis plutôt d'accord avec ça. Un mec donne l'égalité, c'est ok, un mec donne 9-3, c'est ok. Mais vraiment, quel combat. Et si vous voulez, ce qui est fou, c'est qu'il arrête pas de se jeter, il arrête pas de faire des combinaisons. On pourrait penser que ces combinaisons sont un peu brouillonnes, mais il met tellement d'intensité dans les coups, tellement de vitesse, et il est tellement tout le temps sur Takuma, que Takuma n'arrivait pas à le gérer en fait. Il y a beaucoup de moments où Takuma
fait un peu, qui est censé être un très bon technicien, essaye un peu de calmer le jeu, un peu de rester à distance, un peu d'esquiver, mais Tsutsumi revient. Et moi en fait je me suis dit pendant tout le combat, il y a un moment, Tsutsumi va se cramer, et ça va être le moment de Takuma. Et Takuma c'est pas un gros puncher, on a vu il y a pas longtemps qu'il était capable d'arrêter des gens contre Ankaras en début d'année, ça va être le moment de Takuma, et Tsutsumi va faire passer un savon. Mais non, regardez-moi le courage du mec, pendant 12 rounds, il a débité des trucs, que je débite ça 3 rounds en sparring, je suis mort. Donc il y a un moment, il faut dire ce qu'on a vu, c'était un excellent combat de boxe. Sauf que pour faire un excellent combat, il faut être deux, et Takuma a aussi montré un cœur exceptionnel, et il faut le dire, Takuma a aussi fait un super combat, vraiment. Il a eu beaucoup de cœur, il est vraiment resté au contact, beaucoup, donc il a essayé de partir un peu, mais il a envoyé beaucoup de frappes, il a touché nettement Tsutsumi, il s'est fait aussi toucher très nettement, et évidemment que le héros de ce combat c'est Tsutsumi, mais Takuma c'est un boxeur que j'aime beaucoup, et qui a vraiment pas démérité. Il restera indéfiniment dans l'ombre de Inoue, de son frère Naoya. Mais pour moi, même en tant que boxeur tout court, il ne démérite pas du tout. Donc vraiment, c'est un combat que j'ai extrêmement apprécié, extrêmement engagé. Désolé, j'ose les termes. Le combat, il n'a pas la qualité d'opposition qu'on a eu dans un BTRBF Bivol. Maintenant, est-ce que j'ai plus pris mon pied devant BTRBF Bivol ou est-ce que j'ai plus pris mon pied devant Tsutsumi Takuma? J'ai plus pris mon pied devant Tsutsumi Takuma. J'ai pas senti une aussi grande volonté de victoire, ni chez BTRBF, ni chez Bivol. Pourtant, je me doute que les deux mecs, ils avaient tellement envie de gagner. Pour vous donner un petit peu à quel point Tsutsumi voulait arracher cette victoire. Non, c'était exceptionnel, il faut dire les termes, c'était du grand art qu'on a vu. Très très grand art. Donc évidemment, moi je suis très conquis. En même temps, ça fait un peu chier toute la KT, parce que là, c'était tracé. Nakatani contre Takuma, puis le gagnant, si Nakatani gagne, il prend Inoue, le grand frère Naoya. C'était tracé comme combat. Donc du coup, on n'aura pas ça. Est-ce qu'on va quand même avoir du Tsutsumi Nakatani? Moi, ça m'irait, hein. Tsutsumi, c'est un boxeur que j'aime bien. Hein. Je le donnerai toujours pas favori. Pour moi, il n'était pas favori contre Takuma. Il sera toujours pas favori contre Nakatani. Et ça me ferait la peine de le voir perdre son titre aussi rapidement. Mais dans les faits, moi, je serais chaud. Hein. Moi, je serais chaud. Et en tout cas, voilà. Donc, bon, la suite, je pense que ça restera. On arrivera toujours à faire des trucs un peu intéressants. On maintient les 4 ceintures au Japon en bantam. Donc, demain, il y a une chance que Nakatani la perde. Ça me semble peu probable. J'avais tourné par une vidéo sur le combat de Nakatani. Tant pis, Pierre, je la posterai pas. Je posterai ça à la place. Mais en tout cas, quel combat de Tsutsumi. Et vraiment, je vous invite à regarder ces deux combats-là. Le combat de Tsutsumi et le combat d'Yabuki. Et si vous regardez ces deux combats-là, donc le combat d'Yabuki est dispo gratuitement sur YouTube. Tsutsumi, du coup, vous le trouverez. Et vraiment, regardez les ring walks. Regardez les ring walks pour vous mettre un peu dans le bain. Et regardez les introductions des boxeurs sur ring. Je trouve que ça aide vraiment à saisir l'épique du combat. Donc ce que je veux dire, c'est commencez pas à la première cloche. Vraiment commencer un peu avant. Mais non, vraiment, quel week-end on a vu, quoi. Ah, c'est fou. En tout cas, voilà. Le week-end prochain, du coup, je suis claqué. Il y a Tsiu contre Mourzataliev. Tsiu, un boxeur que j'aime énormément aussi. Donc j'espère vraiment qu'il va dégommer Mourzataliev et qu'il va récupérer son titre IBF. Mais je pense que j'aurai pas beaucoup le temps en plus de parler de ce combat-là. Donc je ferai sûrement des réacts ou whatever. Et puis après, on va tranquillement se diriger. Ah oui, j'ai oublié aussi, mais Jean-Riel Casimiro a pas fait la limite des Supercoques, mais il a gagné son combat par KO au premier round. J'ai pas vu les images, mais j'ai vu le résultat. Donc bon, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Il a quand même pas fait la limite de poids. Et Hiroto Kikuchi a remporté sa trilogie contre Vince Paras. Donc il revient un peu dans le paysage des poids mouches. Même si je pense que ça va être chaud pour Kikuchi de réussir à se imposer. Je pense qu'il commence un peu à vieillir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Regardez la soirée d'aujourd'hui, elle était très bien. Notamment Tsutsumi contre Inoue. Et regardez la soirée de demain, enfin la journée de demain, qui risque d'être aussi très bonne, avec notamment la Squaga et Nakatani qui sont vraiment surveillés selon moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.